Salut à toutes et salut à tous, ici Boris de la Ah oui non, attendez, ça va pas le faire, faut que je la refasse. Salut, c'est Boris, bienvenue, vous êtes rue du jeu. Et oui, fini la bulle ludique, la chaîne change de nom, s'appelle désormais Rue du Jeu. La Rue du Jeu, c'est ici, un lieu, une chaîne dédiée aux jeux de société que j'aime. Vous inquiétez pas, concrètement, il n'y a pas grand chose qui change, ça reste moi, qui vous parle de mes coups de cœur, qui façonne des rétrospectives sur des séries de jeux entiers, cherche à faire un pas de côté vis-à-vis de l'actualité ludique pour voir quelles sont les boîtes qui tiennent sur la durée, les vieilleries qu'on prend plaisir à ressortir. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui, avec à la fois 5 découvertes, mais aussi 5 classiques que je prends plaisir à sortir sur la durée. À l'occasion de ce changement de nom, j'organise une petite FAQ, une foire aux questions. L'été se prête bien à ce genre de format, je trouve. Donc du coup, si vous êtes curieuse, que vous avez envie de me demander des choses, n'hésitez pas, vous pouvez commenter sous cette vidéo toutes les questions qui vous passent par la tête, et puis je répondrai à la plupart d'entre elles dans une prochaine vidéo. Allez, trêve de blabla, vous êtes là, comme d'habitude, pour entendre parler de jeux de société. Et donc je vous le disais, pendant ce mois de juillet sont tombées mes vacances, vous êtes au courant si vous avez suivi un petit peu les dernières vidéos, ça m'a donné l'occasion d'énormément jouer, j'ai explosé tous mes scores, on est à plus de 200 parties sur le mois, clairement ça n'a aucun sens. Donc plutôt qu'un ces derniers temps classique, je vous propose de revenir sur à la fois 5 découvertes de ce mois de juillet très fast, et en même temps 5 classiques, 5 jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci, mais que je possède depuis longtemps, dont j'ai dépassé la dizaine de parties, et qui me convainquent encore, me donnent encore envie d'y revenir. Vous êtes rue du jeu, on commence par les découvertes. On va y aller du plus léger au plus costaud. On commence par Famous. Alors dans la dernière vidéo, c'était juste avant mon départ en vacances en famille, et comme prévu, on a énormément joué. Ça a été l'occasion, comme prévu, de redécouvrir Arceus Society. Finalement, j'aime beaucoup plus le jeu que ce que je pensais. En fait, je reviens complètement sur mes propos, c'est pas du tout un jeu à 2, c'est un jeu qui se joue à partir de 4. Là, la rivière de cartes bouge beaucoup plus, la tension commence à prendre tout son sens, pour peu qu'on joue avec les rôles un peu interactifs, comme la professeure avec les livres au milieu sur lesquels il y a une majorité à atteindre, et puis évidemment les plateaux avancés. Moi ce que je fais c'est que je joue tous les plateaux en avancé sauf un, donc exactement l'inverse de ce qui est proposé dans la mise en place de base. On a aussi beaucoup dosé expédition, et ça marche vraiment bien, même à 6 joueurs ça tourne, c'est le jeu familial par excellence en fait. J'ai même pu y faire jouer des non-joueurs, mais le jeu auquel on a le plus joué pendant les vacances, c'est ce petit jeu d'ambiance, c'est Famous. Famous c'était un jeu de Monster Game, donc l'ancienne mouture de Sorry We Are French. C'est un petit jeu d'ambiance qui tient dans un sac, hein. Vous savez cette collection des jeux en sac, il y a une centaine de cartes, un sablier, et c'est tout. Et moi j'étais complètement passé à côté à sa sortie, mais en fait c'est vraiment très drôle. Je vous le pitchais dans la dernière vidéo, l'idée c'est qu'on ajoute des cartes critères petit à petit au milieu de la table, présentateur télé, puis quelqu'un va ajouter chauve, quelqu'un va ajouter qui porte des lunettes, etc. Et puis quelqu'un va craquer et va mettre une carte qui n'a aucun sens, genre il est vert, et quand vous pensez que quelqu'un qui vient d'ajouter une carte va trop loin, vous pouvez l'accuser, vous pouvez lui dire qu'il est en train de bluffer, et qu'en fait il a personne en tête. Et là, la personne accusée doit se défendre avec toute la mauvaise foi du monde, et ce qui est très drôle, c'est qu'on n'a pas droit à Google pour vérifier quoi que ce soit, donc c'est uniquement sur base des arguments que vous allez pouvoir tirer sur le moment, non pas l'authenticité, la véracité des faits. Quand vous avez fait votre speech, tout le monde met le poing en l'air, et puis pousse vers le haut ou pousse vers le bas, en fonction de si les gens souhaitent vous soutenir dans vos frasques ou non. Si la majorité vous soutient, l'accusateur a une pénalité, doit repiocher des cartes, le but étant de se débarrasser de ces cartes, sinon c'est vous qui repiochez des cartes. Le twist du jeu, c'est que c'est un jeu par équipe, mais on ne sait pas qui d'autre est dans notre équipe. Cette idée-là, c'est pour éviter qu'on s'acharne sur quelqu'un gratuitement juste parce qu'il est dans l'équipe adverse pour faire plonger l'équipe adverse. Ça permet d'ôter tout le calculatoire du jeu et de juste se laisser emporter par les arguments et par « Ah, finalement, il s'est quand même bien défendu avec son histoire. » On a eu des fous rires incroyables. Ce qui est marrant, c'est aussi le choc des générations, avec les références que vont vous sortir les personnes qui sont pas de votre génération à vous, qu'elles soient plus jeunes ou plus âgées. Mention spéciale à mon papa qui nous a sorti
un présentateur télé illustre du nom d'Olivier de Kersauzon. Famous, une super découverte, si vous arrivez à le choper quelque part à 5-10 € en occasion, ça vaut vraiment le coup. Chez nous, ça a complètement marché. C'est très table dépendant, hein, faut un peu de bagou, faut accepter de se charrier, mais nous, ça a été notre fil rouge de jeu d'ambiance toute la semaine, tout simplement. Ensuite, toujours une petite boîte, mais beaucoup moins un jeu d'ambiance, beaucoup plus un affrontement cérébral, c'est The Game, le duel. The Game, le duel, c'est un petit peu comme Famous. J'étais complètement passé à côté à sa sortie. J'ai bien aimé The Game, mais j'en ai fait le tour, hein. Là je l'ai revendu. Je préfère The Mind qui pour moi l'a remplacé en fait, qui est quand même un petit peu plus spécial et qui est un jeu que j'apprécie toujours de faire découvrir, rien que pour l'expérience ludique qu'il propose. Et là, The Game Duel, c'est pareil en fait. C'est une idée forte qui va complètement renverser ce qu'on sait du jeu de base. Ça reste un jeu où on va jouer des cartes avec des nombres. Ce coup-ci, c'est de 2 à 59 à la place d'aller de 2 à 99, mais sinon c'est quasiment la même chose, à l'exception près que maintenant vous avez 2 paquets, parce qu'on va plus jouer en coopération, mais en compétition, à 2 joueurs en face à face. À votre tour, vous pouvez jouer à The Game de manière classique, vous avez une base qui monte, une base qui descend, et vous essayez d'écouler vos cartes, vous devez en jouer 2 maximum, et vous en piocherez 2 quoi qu'il arrive, même si vous décidez de jouer 5 cartes d'un coup, vous n'en piocherez que 2. Comme dans le The Game classique, si on a exactement 10 d'écart, on peut aussi inverser le sens des bases, donc je suis à 29 sur ma base qui monte, j'ai le droit de poser un 19 pour redescendre. Ça me donne un peu de répit. Le but, c'est de terminer son paquet, jusque-là, c'est pas très intéressant, mais l'idée géniale, c'est que si je veux repiocher plus de 2 cartes par tour, si je veux pouvoir compléter ma main à 6 cartes, je dois jouer sur une base de mon adversaire. Et la seule règle, si je veux jouer chez mon adversaire, c'est que je dois l'aider. Donc le faire redescendre sur sa base qui monte, ou le faire remonter sur sa base qui descend. Et évidemment, comme on est en compétition, on va essayer de l'aider juste un tout petit peu. Tiens, t'es à 16 sur ta base qui descend, t'es en galère, allez, je te mets un petit 17, et du coup, moi, je repioche plein de cartes. C'est très vicieux, c'est très malin, et c'est une sorte de course d'endurance, de survie. On peut essayer de rusher d'un coup, de jouer plein de cartes, dont une chez l'adversaire, parce qu'on peut en jouer qu'une par tour, et là, on remonte, on creuse son paquet, on avance vers la victoire. Mais si on fait un peu trop le malin, et qu'à un moment, on n'a plus rien à jouer sur son tour, on doit s'avouer vaincu, et c'est la défaite instantanée. Donc le twist est génial, on a déjà fait 5 parties en 3 jours, on les enchaîne, mon épouse elle veut plus jouer que à ça, c'est bien simple. Voilà, on verra sur la durée si l'effet waouh reste, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un jeu que je vais garder, comme The Mind en fait pour le faire découvrir, pour faire découvrir le twist de game design qu'il y a dedans, qui moi me fascine, juste pour voir si la redécouverte peut entretenir la flamme sur la durée. On enchaîne avec un jeu qui était dans la dernière vidéo, que j'ai emporté en vacances en famille, c'est Power Plants. Power Plants, j'en parlais dans la dernière vidéo comme d'un potentiel successeur à Small World. Clairement, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, il y a un feeling de Small World, mais en plus malin et en plus court. Les parties n'excèdent pas la demi-heure, voire 40 minutes. Tant et si bien qu'on a enchaîné 3 parties à 3 joueurs d'affilée. Il y a 8 plantes différentes dans le jeu, et elles ont toutes 2 versions de leur pouvoir, donc ça permet de pas mal varier le setup. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les pouvoirs qu'on tire pour la partie, ils sont fixes. Ils vont pas se renouveler tout le temps, donc c'est beaucoup plus facile d'initier des nouvelles personnes. On fait le tour des pouvoirs en début de partie, et puis après ça reste les mêmes jusqu'à la fin. En fonction d'à quel point on souhaite du chaos ou pas, il y a certaines plantes qui ont des pouvoirs vraiment qui font tout bouger tout le temps. Je pense aux espèces de haricots hélicoptères là, qui font bouger des territoires d'un endroit à l'autre du plateau. Là ça part dans tous les sens, et jusqu'à la fin de la partie, on ne sait pas stabiliser une zone en fait, ou en tout cas c'est beaucoup plus compliqué. Et si on souhaite un peu moins de chaos, on peut mettre des variétés de plantes qui vont moins bousculer le jeu, qui vont tout de même permettre d'attaquer les autres, de se piquer des territoires, puisque c'est de ça qu'il est question. Les tours de jeu sont souvent très fluides, on peut planifier ce que vont faire nos adversaires, parce qu'ils ont 2 tuiles devant eux, donc il n'y a pas 1000 possibilités d'action non plus, et en même temps on a toujours le choix entre faire un seul pouvoir, celui de la plante qu'on met en jeu, de façon plus puissante, ou tous les pouvoirs des plantes qu'on met autour, mais dans une version plus légère, moins impactante. Donc ce twist-là, c'est vraiment le bon ratio entre suffisamment de choix, et en même temps pas trop pour que les tours ne s'éternisent pas et qu'on ait de la paralysie. Donc Power Plants, dans son format, c'est excellent. Faut aimer les jeux d'affrontement, les jeux de contrôle de territoire, faut pas avoir peur de se faire taper sur la tronche, il faut aimer négocier un petit peu. Si c'est votre cas et que vous aimez Small World, mais que vous en avez fait un petit peu le tour et que vous appréciez un poil plus de contrôle, franchement du coup ça en fait un candidat très sérieux. Alors on rentre dans le jeu qu'on pourrait qualifier d'expert, même si vous allez voir, c'est pas des durées de partie qui explosent, c'est Shinkansen 0K. Alors Shinkansen, c'est encore un jeu de train, mais qui n'en est pas vraiment un. Oui, on va faire un réseau entre les villes, mais c'est qu'une infime partie du jeu, une infime partie du scoring. C'est avant tout un jeu de création de moteur. J'ai récupéré le jeu en solde à une quinzaine d'euros sur les conseils de Romain Bray, et franchement c'est vraiment une excellente surprise. À chaque tour, vous allez vous placer dans une file de cartes pour la récupérer.
plus vous vous placez proche de la tuile hors du tour, plus vous jouerez en premier dans le tour et vous pourrez choisir votre bonus avant les autres. Et il y a beaucoup de choses à prendre en compte avant de sélectionner une carte. Sur une carte, il y a des noms de villes. Ces villes, elles vont nous rapporter des points ou nous en faire perdre en fonction de à quel point elles sont développées à la fin du jeu et de quelle gare y est construite. On va pouvoir influer sur la valeur des gares en cours de partie. Sur les cartes, il y a aussi des actions. C'est pour ça que c'est un jeu de construction de moteur, parce qu'à chaque tour, on va pouvoir activer un certain nombre d'actions. Et au fil de la partie, notre train va grandir et va nous donner de plus en plus de possibilités. Sachant qu'on a dès le début de la partie une locomotive qui nous donne droit à 2 actions différentes, mais il faut payer pour l'activer. On peut même aller activer celle des autres joueurs, mais à ce moment-là, l'argent est pour eux. Donc vraiment, c'est le genre de jeu très interactif où ce sont les joueurs et les joueuses qui vont faire le jeu, qui vont déterminer quelles sont les villes qui vont scorer ou pas. Rien de tout ça n'est établi en début de partie, c'est vraiment en fonction de comment on va jouer que les valeurs vont se définir. Du coup, a priori, qui dit jeu interactif, ben, c'est plutôt un jeu à 3 voire 4. Là, on était 3 pour notre partie découverte. À mon avis, à 4, ça prendra encore plus de sens. Ce qui est chouette aussi, c'est que je pense qu'il a le potentiel d'un vrai jeu expert, et pourtant, il tient en 1 heure. Donc c'est à creuser, c'est le genre de jeu dont on foire plus ou moins sa première partie, mais il y a plein de choix intéressants à l'intérieur, avec un système de règles qui sont assez épurés, et moi, c'est tout à fait ma came, en fait, ce genre de jeu. Peu de règles, une interaction forte, une durée de partie réduite. Moi, c'est tout ce que j'aime, donc c'est vraiment une bonne pioche, et j'espère y rejouer très vite à l'avenir. Et là, attention, la plus grosse boîte du mois, la plus chère aussi, à n'en pas douter, la Granja, le Deluxe Master Set. Alors cette dernière découverte de la vidéo, c'est pas vraiment une totale découverte, parce que j'y avais déjà joué sur Board Game Arena. En fait, avec Benjamin, à SN 2022, on avait essayé El Burro, qui va arriver en financement participatif et qui sera la suite de la Granja, et ça a éveillé notre curiosité pour essayer la Granja, qui est une version beaucoup plus condensée, beaucoup plus épurée. El Burro, c'est vraiment du gros jeu. Et bah la Granja, c'est super, c'est encore une fois très épuré. On retrouve la dimension draft 2D qu'il y a dans Grand Austria Hotel, que j'adore. Et en même temps, le twist principal du jeu, c'est ces cartes qui ont 4 façons d'être utilisées, en fait. Le côté gauche va nous donner des champs qui produisent des ressources. Le côté droit va nous donner des revenus, des livraisons supplémentaires, des pioches de cartes en plus. Le haut de la carte représente un contrat, des livraisons à fournir pour marquer des points et se placer sur le plateau central. Et enfin, le bas de la carte représente un pouvoir unique qui vont nous permettre de tordre les règles du jeu. Par exemple, retourner les dés sur leur face opposée, ou nous donner des petits combos quand vos animaux se reproduisent, vos champs produisent, ce genre d'interaction qui fait effet boule de neige et qui rend le jeu très agréable. Ces cartes, on va pas en jouer 50 000 dans une partie, on en joue que une par tour. Au moment du draft de dés, on ne va sélectionner que 2 dés chacun, et le dé restant va pouvoir être utilisé par l'ensemble des joueurs. Donc vraiment, c'est pas le jeu de la démesure, c'est très sobre dans les actions, et en même temps, le jeu est très flexible, parce que vous pouvez à tout moment acheter n'importe quelle ressource avec votre argent, vous pouvez aussi revendre n'importe quelle ressource. Vos ressources, vous pouvez les transformer, les cuisiner pour en faire d'autres types. Vous avez les marchandises qui sont des jokers que vous pouvez déclencher à tout moment pour jouer une carte, pour gagner de l'argent, pour récupérer des denrées. Il y a plein de possibilités différentes, et tout ça est activable à tout moment. Donc c'est un jeu qui est très contenu dans les actions qu'il vous propose, mais qui peut devenir explosif quand tout se déclenche et que vous avez bien optimisé. C'est fluide, on fait 6 manches, il y a de la tension dans l'ordre du tour pour acheter certaines tuiles, pour remplir certains ateliers du plateau central avant les autres et débloquer des revenus, des points de victoire. Il n'y a rien de très original, hein. La grande originalité du jeu, c'est vraiment ces cartes qui sont exploitables de plusieurs façons différentes, mais même ça, on l'a déjà vu ailleurs. Faut dire que la Granja le fait très bien, et puis cette édition de luxe, elle est magnifique. Il y a 12 modules d'extension, ça n'a aucun sens. Clairement, c'est pas demain que je vais en faire le tour. Moi, je voulais avant tout récupérer le jeu de base pour sa pureté, son épure, mais bon, pourquoi pas découvrir les modules un par un, petit à petit, et puis au fur et à mesure comprendre ce qui me correspond le plus comme expérience, et intégrer de manière durable 2 ou 3 modules, pas plus. Voilà, la Granja, il a tout d'un classique de l'Eurogame. À mon avis, la meilleure configuration doit être 3 joueurs, pour pas exploser la durée de partie, et en même temps avoir un peu de concurrence sur le plateau central. Voilà, je pense qu'il a tout d'un classique qui pourra durer très longtemps, et là, l'édition de luxe lui donne le moyen, lui donne ce renouveau, qui lui permet de s'installer sur la durée dans toute ludothèque de joueurs experts qui a envie de craquer. On entame maintenant les classiques, donc des jeux dont j'ai joué au moins 10 parties, que je possède depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, plus d'une décennie pour certains, et pourtant je les ai encore ressortis là, dans le mois qui vient de s'écouler, et j'y ai pris énormément de plaisir. On va de nouveau y aller crescendo en termes de complexité.
On commence avec un petit jeu à deux qui est absolument redoutable, c'est Mandala. Dans cette section des classiques, on a envie de retrouver des jeux immortels qui ont vraiment cette saveur de comme s'ils étaient là depuis la nuit des temps. Et je trouve que Mandala, il a vraiment cette saveur-là. Donc les Américains, je crois que c'est Zee Garcia qui disait ça dans sa review de The Dice Tower. Il disait c'est un moderne classique. Dans Mandala, à son tour, on a trois possibilités. Soit on joue une seule carte au centre qui va potentiellement pouvoir être récupérée plus tard pour gagner des points de victoire. Soit on joue plusieurs cartes de même couleur sur la bordure du centre pour espérer récupérer en premier les cartes à points de victoire du milieu. Soit, et ça c'est très rare, c'est quand on est vraiment bloqué, on peut défausser X cartes de même couleur pour en repiocher X. Et le moyen le plus efficace de piocher, c'est de placer une carte au centre, et là on en pioche 3 d'affilée. Toute l'attention, c'est que quand vous ajoutez des cartes au centre, vous allez potentiellement permettre à votre adversaire de les récupérer, mais en même temps, c'est le seul moyen efficace de repiocher 3 cartes dans sa main. Et à l'inverse, quand vous mettez des cartes de votre côté pour vous octroyer les cartes du centre, vous ne repiochez pas après votre tour. Dès qu'un mandala est complet, dès qu'il a les 6 couleurs en lui, le scoring se déclenche, et là, celui qui a mis le plus de cartes de son côté peut se servir en premier. Mais son adversaire va aussi pouvoir récupérer des cartes. On les récupère à tour de rôle, ce qui fait que quand il y a un nombre de couleurs impair au centre, ça arrange le premier joueur. Quand c'est pair, il y a beaucoup moins de tension, beaucoup moins de course. L'autre idée géniale du jeu, c'est qu'il n'est pas défini en début de partie quelle carte va vous scorer combien de points. Vous allez remplir petit à petit une rivière de votre côté. La première fois que vous allez récupérer une couleur, vous allez la mettre dans votre tableau, et il sera défini que la première couleur que vous allez récupérer vous fait 1 point. La deuxième, 2 points, etc. Un peu comme dans Mind Up, mais ce coup-ci de façon beaucoup plus linéaire. Et ça va potentiellement créer des asymétries. Peut-être que la couleur verte, elle va rapporter 1 point à mon adversaire parce qu'il s'en est saisi en début de partie, mais moi, je vais temporiser, je vais attendre la fin de partie pour la récupérer, et moi, elle me vaudra 5 points. Donc il va se sentir obligé de me la piquer, mais en même temps, lui, ça lui fera très peu de points. Ça crée plein de dilemmes dans un jeu très tendu, très rapide, très fluide. Les parties durant 20 et 30 minutes. C'est vraiment un excellent jeu à 2 joueurs qui était vraiment pensé pour 2 joueurs. Très interactif, très épuré. En plus, on joue pas sur un plateau, on joue sur une espèce de nappe en tissu du plus bel effet. Vraiment, pour moi, c'est un incontournable du jeu à 2. Si vous l'avez jamais essayé, je vous le recommande vivement. Ensuite, c'est un jeu qui était dans l'actu il y a pas si longtemps que ça, mais sous une forme beaucoup plus fastueuse. Ici, c'est ma vieille boîte toute enfoncée qui a bien vécu, c'est Descendance. Alors vous l'avez vu, pour Descendance, pas de big box, j'ai pas craqué, j'ai toujours gardé ma première édition de 2010 de chez Gigamic qui fait bien le taf, et j'ai beau avoir fait une trentaine de parties du jeu, en fait j'ai jamais essayé les extensions, j'ai que le jeu de base, et pour moi ça me convient comme ça. Même si je suis d'accord que l'action voyage est un petit peu moins intéressante que les autres, et j'ai hâte d'essayer le port. Benjamin a récupéré la big box en solde, donc ce sera l'occasion d'enfin découvrir ces extensions. Descendance, c'est un jeu très singulier pour toute l'ambiguïté qu'il nous propose. À la fois, c'est un jeu très thématique, très concret en fait dans sa proposition. Vous avez une famille, vous êtes dans un village, vous allez donner des métiers à vos personnages, et en même temps, il y a des côtés qui sont hyper abstraits. Par exemple, ces cubes de couleurs qu'on récupère sur le plateau. Je sais qu'il y en a qui sont de la politique, d'autres de la foi, mais franchement, quand on joue, c'est du rose, de l'orange, du brun, on s'en fout. Et puis, il y a un aspect très contre-intuitif, c'est qu'il y a plein de moments où vous allez vouloir que vos personnages meurent. Vous allez récupérer des cubes de peste, vous allez faire exprès de dépenser plein de temps, de faire avancer votre petit marqueur autour de votre piste, pour mourir avant les autres et remplir les archives pour ne leur laisser que le cimetière des oubliés. Vraiment cette mécanique de piste du temps et de mort et de pouvoir mourir au bon moment, et il y a quand même des moments où aussi on veut retarder la mort de nos personnages en fonction d'où on en est dans les générations, en fonction de si nos personnages sont déjà sortis du sac pour aller à l'église, etc. Et on va avoir des gros renversements de dynamique, des manches où on veut à tout prix que nos personnages meurent le plus vite possible, et d'autres où vraiment on économise chaque unité de temps qui nous sépare de la mort. C'est clairement pas un jeu expert, c'est un jeu initié, je dirais. C'est vraiment le poids moyen typique. Les parties peuvent durer, quand on connaît bien, 3 quarts d'heure. Ça se joue bien à tous les nombres. À 2, il y a vraiment moyen de bien rusher la partie, d'avoir beaucoup de contrôle. À 3, 4, il y aura un petit peu plus de choix dans le nombre de cubes sur le plateau, et donc moins de contraintes dans les actions. Mais le jeu s'équilibre très bien, et franchement, moi je prends plaisir encore à jouer, même uniquement au jeu de base. Donc à vous de voir si vous voulez craquer pour la Big Box. En tout cas, moi c'est un jeu que je prends encore beaucoup de plaisir à pratiquer aujourd'hui, que j'aime beaucoup faire découvrir. Il y a un très bon équilibre entre tactique et stratégie, et pour moi c'est vraiment
un classique dont je pense ne jamais me séparer. Le prochain, c'est une grosse boîte en allemand qui a bien vécu elle aussi, il y a même une tache de café juste là, c'est les Palais de Carrara. Les Palais de Carrara, là aussi, c'est un jeu qui a été réédité récemment dans une version de luxe. Bon, généralement, c'est quand même bon signe, hein, ces jeux qui tiennent sur la durée. Mais là encore, moi j'ai juste le jeu de base, une version en allemand qui a bien vécu, mais qui fait complètement le taf. Là aussi, j'ai dépassé la vingtaine de parties et je ressens pas le besoin d'avoir les modules d'extension de la Deluxe. C'est un jeu qui est vraiment excellent à 2 joueurs pour moi. Je le pratique que dans cette configuration parce qu'il permet de vraiment très bien suivre ce que fait l'autre. Et c'est un jeu où le moment où on va déclencher la fin de partie est complètement crucial. À son tour, soit on achète des briques dans un marché au centre en faisant tourner une roue qui va petit à petit remplir et mettre des nouvelles ressources, soit on dépense ces briques pour construire un des bâtiments que nous propose le plateau commun, soit on déclenche une évaluation d'un type de bâtiment sur son plateau personnel ou d'une ville, et là ça se place sur le plateau commun, et une seule personne pourra le faire. Ce qui est très intéressant, c'est la modularité du jeu, c'est-à-dire que à chaque début de partie, on tire des façons différentes de scorer, qui sont aussi des moyens de mettre fin à la partie. Et ça va complètement orienter votre stratégie, et ça va donner des parties très différentes. Il y a certaines parties qui vont durer à peine une demi-heure, et hier encore, j'en ai fait une. Pour la première fois, ça a duré le double du temps, ça a duré 1 heure. On a eu beaucoup plus de temps pour se développer que d'habitude. Ça change complètement les stratégies, ça change la manière dont on approche le jeu. D'ailleurs, j'ai scoré 190 points, je savais même pas que c'était possible de s'approcher des 200, et il y a des parties au cordeau, beaucoup plus tendues, où on va terminer avec 35-40 points. Il va vraiment falloir sentir ce tempo de la partie, il va falloir s'adapter au rythme que nous impose notre adversaire, et puis il y a plein de subtilités, on peut construire des gros bâtiments à 8 en écrasant des bâtiments qu'on a déjà, en payant la différence, et ça va nous permettre de gagner des modificateurs qui vont rendre nos évaluations encore plus explosives. On peut choisir de s'étaler dans plein de villes ou de se concentrer sur une seule et de la maximiser. Tout ça va dépendre des objectifs de début de partie. Et ce que j'adore aussi dans ce jeu, c'est qu'on commence la partie avec 20 pièces et on va pas avoir un moment défini où le jeu va nous rendre de l'argent. C'est à nous de bien planifier le moment où on va récupérer un flux monétaire. Donc ça, j'adore. Je trouve ça hyper ouvert en fait comme game design. C'est vraiment vertigineux de dire aux joueurs, bah voilà, t'as 20 pièces, débrouille-toi avec et c'est toi qui choisis quand tu vas en récupérer et à toi de pas te foirer là-dessus. Et clairement, c'est un jeu où quand on découvre, on peut complètement foirer sa partie si on prévoit que de l'obtention de points de victoire et pas le moment où on va avoir un nouveau souffle en termes de moyens financiers, ben on peut complètement s'écraser, s'essouffler très vite. Et en même temps, l'argent, elle rapporte aucun point en fin de partie. Si on surestime son importance, si on ne fait que engranger de l'argent et pas des points de victoire, ben on va complètement se faire dépasser sur les derniers moments du jeu. Donc vraiment, c'est un jeu, moi, qui m'impressionne énormément depuis des années. Je trouve ça dingue qu'on a un jeu où on doit choisir une option parmi 3 à son tour et qu'il y ait une telle profondeur, une telle richesse, une telle interaction, une telle ouverture sur la façon de jouer, une telle modularité, une telle renouvelabilité sur les façons d'appréhender le jeu. Donc même après 20-25 parties, moi j'ai encore la sensation d'apprendre des choses. Clairement, c'est la marque des grands jeux, c'est un Kramer et Kiesling. Bon, ils n'ont pas fait que des chefs-d'œuvre, mais celui-là fait carrément partie de leur panthéon pour moi. L'avant-dernier est plus connu, clairement, il s'agit d'Underwater Cities. Underwater Cities, le meilleur jeu de Vladimir Suchý, évidemment. Là aussi, c'est un jeu que je prends plaisir à jouer essentiellement à 2. Je l'ai déjà essayé à plus nombreux, mais je trouve que ça rallonge quand même beaucoup la durée de partie, et c'est un jeu qui est déjà long à la base. Or, il possède un plateau 2 joueurs qui est vraiment bien troussé, bien ficelé. Underwater Cities, je vais pas m'étendre dessus, je pense qu'il est très connu. Les voituriers ludiques ont fait une vidéo récemment à son sujet. C'est un jeu de pose d'ouvriers, de production de ressources, mais son twist, c'est qu'il lie la pose d'ouvriers au fait de jouer des cartes. Idéalement, si vous allez sur un emplacement orange, il faut que vous jouiez une carte orange. Le problème, c'est que votre main de cartes, elle est très limitée. La plupart du temps, vous n'en aurez que 3 en main. Et évidemment, le hasard du tirage fait mal les choses. Il y a plein de tours où vous n'aurez pas les cartes qui matchent les couleurs d'emplacement où vous voulez poser vos ouvriers. Et là, il va falloir s'adapter, bien peser le pour et le contre de chaque décision, parce que vous avez le droit d'aller sur un emplacement vert et de jouer une carte rouge. C'est juste que votre carte, à ce moment-là, vous n'allez pas l'activer, vous allez tout simplement la jeter. Du coup, c'est possible. Le jeu vous dit, fais-le si tu veux, mais sois sûr que ça vaille le coup. Tiens, est-ce que tu ferais pas plutôt cet autre emplacement, qui certes est un peu moins bien, mais va te permettre de pouvoir jouer cette carte quand même? Donc vous êtes constamment dans ce dilemme-là, vous essayez en plus, si possible, d'aller aux endroits vraiment stratégiques, ceux où il y a le plus de tension, notamment récupérer une carte spéciale ou améliorer ses bâtiments en dépensant de la science. Vous voulez y aller avant votre adversaire, vous avez envie de le coiffer au poteau, de lui couper l'herbe sous le pied, et cette tension-là, encore une fois, elle crée des choix très intéressants. Enfin, le dernier aspect que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est
sa production de ressources exponentielle. En fait, on a 4 tours de placement d'ouvriers avant d'enfin arriver à la production, et clairement, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, notre moteur est pas en place, et on tire la langue, on arrive à la phase de production, on rampe par terre tellement on est en manque de ressources, tellement c'est tendu sur l'argent, etc. Et puis d'un coup, boum, un nouveau souffle, et on repart, et on se relance, et à la fin du jeu, on a une production qui explose complètement, c'est insensé, on ne sait plus quoi faire de nos ressources, et en même temps, la fin de partie arrive, donc elles vont juste nous faire quelques points, c'est une frustration que je trouve très intéressante, et thématiquement ça crée quelque chose d'intéressant, où quand nos cités sont arrivées à la prospérité, en fait c'est déjà trop tard, c'est avant qu'il fallait penser à engranger des points de victoire et à se distinguer de l'adversaire. J'aime beaucoup l'extension, j'y ai joué plusieurs fois sur la copie de Benjamin, elle apporte des plateaux double couche, plus de plateaux, plus de variétés, et puis mécaniquement, il n'y a pas énormément de choses qui changent, mais il y a une petite course sur des sites archéologiques qui vont vous débloquer des bonus si vous les faites plus tôt que vos adversaires dans la partie. Et voilà, pour l'instant, je rechigne encore à dépenser 40 € supplémentaires pour acquérir cette extension personnellement, mais techniquement, elle vaut le coup, elle vient enrichir un jeu de base qui est déjà très riche, dont on peut faire énormément de parties, et clairement, c'est un classique absolu du jeu expert. Moi, je l'ai découvert sur le tard, mais je suis certain qu'il va rester très longtemps dans ma collection. Last but not least, un jeu que j'ai découvert en début d'année, mais qui s'est hissé très très vite dans mon top 100, Grand Austria Hotel. Grand Austria Hotel, si on nommait les parties en ligne d'Ark Nova, c'est le jeu expert auquel j'ai déjà le plus joué cette année. Je l'ai découvert en début d'année, autour de février, par là. Je l'ai acheté directement avec son extension qui avait très bonne réputation, aussi parce que le jeu était pas facile à trouver, et quand j'ai réussi à mettre la main dessus, je me suis dit, allez, banco, je prends tout, et je regrette absolument pas, parce que c'est complètement mon type de jeu, et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il a aussi bien convaincu mon épouse, qui demande régulièrement pour y jouer, et là encore, c'est un jeu expert, qui, pour moi, se pratique avant tout à 2 joueurs. Alors oui, il y a des gens qui vont me dire c'est mieux à 4 parce qu'il y a plus de dés, etc. Oui, certes, mais tu rajoutes 1 heure à la durée de partie, en fait. Et moi, ce qui me plaît dans les expériences ludiques, c'est aussi la densité. Et le fait d'avoir en 1 heure, 1 heure et quart, un jeu qui me fait autant fumer le cerveau, je trouve ça génial, et ça permet de le caser en semaine, ça permet de le sortir plus souvent aussi, faut pas se mentir, on est plus souvent 2 à table que 4, donc là où je vais préférer sortir un Barrage, un Mombasa, un La Familia quand on est 4, évidemment du coup mathématiquement ça laisse moins de place pour des jeux comme Grand Austria Hotel, que je vais privilégier plutôt à 2 joueurs. Ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'on a énormément de choses à faire en très peu d'actions, puisque il n'y a que 7 manches, on va prendre que 2 dés par manche, on aura 14 phases d'action en tout, et il va falloir se débrouiller pour optimiser tout ça un maximum, pour récupérer des clients un maximum, si possible 1 à chaque tour, et en même temps faut pas être trop gourmand, sinon la punition en fin de partie est sévère. Il va falloir construire des chambres dans son hôtel pour accueillir ses clients, il va falloir récupérer du café, des petits gâteaux pour les satisfaire, il va falloir monter sur cette satanée piste de satisfaction de l'empereur, sinon là encore vous allez avoir une punition qui est violente. Tout le défi c'est de parvenir à faire toutes ces tâches en si peu de temps, et le jeu vous donne la possibilité de le faire, mais il faut que votre cerveau soit suffisamment balèze pour y parvenir. Ce que j'aime avec Grand Austria Hotel, c'est que c'est un jeu qui est assez complexe à la base, qui est assez exigeant, et son extension, que j'ai du coup découvert quasiment en même temps que le jeu de base, vous donne en fait plus d'ouverture. Plutôt que d'ajouter de la complexité, d'ajouter des contraintes, elle vous donne des pistes en plus à explorer. Un petit peu comme l'extension de Barrage finalement, qu'on peut presque faire découvrir en même temps que le jeu de base à un nouveau joueur, parce qu'elle donne des possibilités en plus, elle donne des façons en plus de s'en sortir. Avec la nouvelle ressource, le champagne, vous allez pouvoir amener des clients dans la salle de bal, et donc construire des chambres dans son hôtel est un peu moins un passage obligé, puisque si les clients satisfaits vont danser, ils n'occupent pas de chambre dans votre hôtel. Cette salle de bal, elle va aussi vous donner parfois des ressources en plus ou des petits cadeaux qui vont vous débloquer là où dans le jeu de base vous n'aurez pas eu de solution. Il y a aussi des hôtels asymétriques, on fait une enchère en début de partie pour choisir en premier son pouvoir spécial, et ça va vous donner des orientations stratégiques très fortes. Clairement, les pouvoirs des hôtels sont très très intéressants, ils sont super bien designés. Il y en a un qui vous demande d'additionner les 2 dés que vous avez récupérés pendant la manche, qui va vous donner des cadeaux différents en fonction de la somme. Il y en a un qui vous donne une quantité astronomique d'objectifs supplémentaires que vous pouvez remplir. Donc là aussi, c'est des possibilités en plus, en fait. C'est pas une extension qui cherche à fermer des portes, elle en ouvre des nouvelles et elle rend le jeu beaucoup plus stratégique, beaucoup plus ouvert. C'est un jeu très calculatoire. J'entendais Joël de The Incredibles dire que le jeu ne le prenait pas aux tripes quand il y jouait. C'est une sensation que je peux tout à fait comprendre, mais dans laquelle je me retrouve pas. Moi, au contraire, le jeu vient me cueillir et me donne envie de me concentrer à
fond de me donner le meilleur de moi-même pour simplement optimiser au maximum. Et il y a quelque chose de très jubilatoire quand tout s'imbrique bien. C'est clairement pas le jeu le plus interactif de la Terre, c'est pas non plus celui où on surveille le plus les coups de son adversaire, parfois on laisse chacun faire sa popote dans son coin, mais moi c'est un jeu qui m'hypnotise dans le puzzle qu'il propose et qui me donne envie d'y revenir encore et encore et encore. Sachant qu'il y a un module d'extension que j'ai pas encore testé, celui des célébrités qui ajoute des dés de couleur, et clairement à la fois je me réjouis de le découvrir et en même temps le jeu est déjà parfait pour moi comme ça, donc je peux encore en faire de nombreuses parties, rien qu'avec ces petits ajouts, ces petites ouvertures stratégiques comme donne l'extension. Voilà, cette sélection de 5 découvertes et 5 classiques pratiqués en juillet est maintenant terminée. J'espère que cette première vidéo sous l'égide de la rue du jeu vous a plu. N'hésitez pas à me donner des retours, à me dire ce que vous en pensez, à me parler des jeux que vous avez joués en juillet. J'espère que vous aussi vous avez eu l'occasion de faire beaucoup de parties. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle j'inclurai la foire aux questions. Donc vraiment, si vous avez des interrogations qui vous taraudent, n'hésitez pas à me les communiquer en commentaire juste en dessous. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, ça va me donner un coup de boost là pour ce nouveau nom, ce second lancement finalement. On se retrouve très bientôt, profitez bien de l'été, bon jeu par chez vous, ciao. Voice over the phone, I can't resist, I must go, but there's no time.